Il y a 27 ans, cet homme a assassiné, dépecé et mangé une femme à Paris. Il n'a jamais été jugé. Aujourd'hui, c'est un homme libre qui vit au Japon et qui n'a toujours pas assouvi son appétit de chair humaine. Paris, 1981, 10 rue Erlanger. À cette adresse, le cannibale japonais, comme on le surnommera bientôt, passe plus de 48 heures cloîtré avec sa victime, une jeune néerlandaise de 25 ans, pour réaliser le fantasme de sa vie. Puis dans la soirée du 13 juin 1981, il sort de l'immeuble en tirant 2 grandes valises derrière lui. Il arrête un taxi et demande au chauffeur de le conduire au bois de Boulogne. L'homme et son sinistre bagage traversent le 16e arrondissement sans éveiller les soupçons. Arrivé à destination, le meurtrier pense avoir trouvé l'endroit idéal pour dissimuler toute trace de son crime. Mais en cette soirée d'été, les promeneurs s'attardent autour du lac du Bois de Boulogne. Et le frêle asiatique d'1,50 m qui lutte avec ses 2 grosses valises ne passe pas inaperçu. Lorsque l'une des valises dégringole et laisse filtrer une trace rougeâtre, l'homme s'enfuit. C'est un passant qui en découvrira l'horrible contenu. La police arrive sur les lieux quelques minutes plus tard. Olivier Foll, alors commissaire à la brigade criminelle de Paris, est chargé de l'affaire. Eh bien, écoutez, la description de ce qui a été découvert au Bois de Boulogne, je dirais que c'était l'horreur au départ, puisqu'il s'agissait de 2 valises, mais qui avaient intrigué des passants, dans lesquels on a retrouvé en fait des morceaux de corps humain découpés. Là, on avait ôté de la viande, de la chair humaine sur certaines parties du corps, c'était évident, et c'est ce qui a troublé, je dirais, les premiers enquêteurs. Une autopsie est ordonnée. Rapidement, il est établi que la victime a été abattue d'1 balle dans la nuque, tirée à bout portant. Le visage est atrocement mutilé. Aucune identification du cadavre n'est possible. On ne sait rien de la victime, on sait que c'est une jeune femme. Ils ont pu identifier au moment de l'autopsie que post-mortem, je pense me souvenir, il y avait eu des relations sexuelles. Les policiers ne disposent que de peu d'éléments. Un cadavre démembré et des preuves de nécrophilie. À Paris, la chasse à l'homme commence. La description d'un Asiatique malingre paraît dans la presse. Le résultat ne se fait pas attendre. Et c'est un chauffeur de taxi qui s'est manifesté auprès de la police judiciaire en déclarant qu'il se souvenait avoir chargé une personne asiatique rue Erlanger à Paris dans le 16e arrondissement et l'avoir emmené au Bois de Boulogne où ça l'avait un peu étonné. Lui, il aurait pensé qu'il allait l'emmener dans une gare avec les valises, mais non. Moins de 48 heures après la découverte macabre, la police appréhende le suspect numéro 1 en bas de chez lui. Moi, je l'ai ceinturé par derrière. Ce qui m'a, au moment où je l'ai ceinturé par derrière, comme je suis plutôt grand et que lui est quand même très petit,
j'ai été obligé, pour le ceinturer, de m'abaisser progressivement de plus en plus pour arriver à lui entourer les épaules, quoi. Pendant ce temps-là, notre policier lui disait qu'il était en état d'arrestation. Tout de suite reconnu qu'il avait tué une jeune femme à son domicile. Issei Sagawa a 32 ans. Étudiant à l'université de la Sorbonne, il n'a apparemment pas le profil d'un assassin sanguinaire. Pourtant, lorsque les policiers perquisitionnent son appartement, le doute n'est plus permis. J'ai dirigé un certain nombre de perquisitions dans ma carrière, mais celle-ci a été vraiment la plus extraordinaire. Il découvre des preuves matérielles de cannibalisme. Ces photos sont celles de la scène du crime. Nous avons ouvert ce petit réfrigérateur. Évidemment, ça a été quand même un moment assez incroyable. Ce que nous avons trouvé de plus extraordinaire, évidemment, c'est dans le réfrigérateur une quantité importante de chair humaine. Et qu'il avait conservé au réfrigérateur pour la manger plus tard. Donc il y avait environ chair humaine. Et il y avait également une assiette portant des restes d'un repas, donc accompagné de condiments, de moutarde. Lorsqu'il découvre les papiers d'identité de Renée Hardvelt, une jeune Hollandaise de 25 ans, les policiers peuvent mettre un nom sur la victime d'une telle horreur. Seul Issei Sagawa peut leur dire ce qui a motivé son geste. Je ne voulais pas commettre un meurtre, mais je ne voyais pas d'autre solution pour manger la chair de cette fille que de la tuer. L'anthropophage japonais confesse son crime peu ordinaire. C'était une belle fille, une fille érotique. J'ai décidé de la manger. Le meurtre et les actes de cannibalisme auxquels s'est livré Sagawa vont à l'encontre d'un tabou si ancré dans la société que la presse internationale est horrifiée et incrédule. C'est horrible parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher de penser en permanence à la famille de Renée Hardvelt. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que ça a dû être de voir cette affaire sur la place publique à ce point-là pour la famille. À ce jour, les parents de Renée Hardvelt ont toujours refusé de parler de l'affaire. Ceux qui l'ont fait savaient qu'ils pénétraient en territoire inconnu. Il est très peu banal que on se trouve en face d'affaires de cannibalisme. Cela existe, hein. Il ne faut pas croire que cela n'existe pas. Le cas d'Issei Sagawa est particulièrement dérangeant. Pas seulement à cause de l'anthropophagie, mais aussi parce que, en dépit de ses aveux, il n'a jamais été jugé. Cet homme est un cannibale en liberté. Aujourd'hui, il a 58 ans et vit sous une fausse identité au Japon. Nous l'avons interrogé pour savoir ce qui avait pu être à l'origine d'un tel crime, comprendre pourquoi il était libre et quelles étaient les conséquences de cette incroyable situation. En regardant les films de famille où le petit Issei apparaît, nul ne peut imaginer qu'il deviendra un jour un ogre, comme un journal l'a décrit. Enfant de bonne famille, Issei Sagawa est né en 1949.
dans un milieu très traditionnaliste et protecteur. Mes parents m'aimaient profondément. Le petit Issei et son jeune frère, qui est presque plus grand que lui, sont élevés comme des jumeaux. Sa chétivité est la conséquence d'une naissance prématurée et d'une encéphalite contractée à 2 ans. Il demeurera petit et malingre toute sa vie. Mes parents ont voulu trop me protéger. J'étais très faible, pas beau du tout. Je ressemblais à un petit singe. Aujourd'hui, je suis encore très complexé par rapport aux personnes normales. Enfant intelligent, passionné par les livres, le jeune Issei adore les jeux de rôle. Il s'adonne souvent à une mascarade dans laquelle son oncle joue un cannibale vorace, bien décidé à avaler ses 2 neveux. Alors on nous attachait, mon frère et moi, et on nous jetait dans ce qui était censé être une marmite pour nous faire cuire et nous manger. C'était très étrange. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais très frêle. Mais ce qui me faisait beaucoup souffrir, c'était mes envies cannibales. Avec ses premiers émois, Issei Sagawa ressent plus fortement son penchant cannibale et en a honte. Conscient de sa petite taille, il devient un adolescent de plus en plus effacé. À l'école, il m'était impossible de parler aux belles élèves. À 20 ans, Sagawa ne mesure qu'1,50 m. Il n'a encore jamais confessé ses pulsions, ni pu passer à l'acte. Mais fantasme sur l'image de la beauté occidentale, popularisée par les magazines et la télévision japonaise. À cette époque, j'étais déjà attiré par les femmes blanches, les jolies blondes aux yeux bleus au type très occidental. Je suis très petit, laid, je n'ai rien de bien. La beauté me fascine. Je ressens une sorte d'admiration, mais elle se mélange avec des envies cannibales. C'est très compliqué. Le journaliste Patrick Duval s'est entretenu plusieurs mois avec Sagawa, dans l'espoir de découvrir comment ses fantasmes se sont cristallisés dans une anthropophagie bien réelle. Il avait la certitude qu'il devrait passer à l'acte un jour ou l'autre, et il attendait un signe, un indice qui lui ferait comprendre que le moment était venu de le faire. L'élément déclencheur se produit alors que le jeune homme a 23 ans. Il vit à Tokyo chez ses parents, lorsqu'une jeune Allemande au physique de mannequin emménage dans son voisinage. J'ai vu cette fille superbe avec sa chevelure blonde. Il a décidé de s'introduire chez elle. Pas pour la tuer, m'a-t-il dit, mais seulement pour manger un morceau de ses fesses. Armé d'un parapluie, le visage dissimulé derrière un masque de Frankenstein, Sagawa met son plan improbable à exécution. Il s'est introduit dans la chambre par la fenêtre et il s'est approché du lit où elle dormait. Mais son genou a effleuré la jeune femme et elle s'est réveillée. Elle a bondi hors du lit. Comme elle s'est mise à hurler, il a voulu s'enfuir, mais elle était plus forte que lui. J'ai voulu me sauver, mais elle m'a attrapé le poignet. C'était une femme très grande et très forte. Le jeune homme est arrêté pour tentative de viol. Mais l'affaire ne va pas plus loin. L'Allemande accepte le dédommagement proposé par le père d'Issei et abandonne les poursuites.
Monsieur Sagawa envoie son fils chez un psychiatre. Le médecin déclare qu'Issei est extrêmement dangereux. Pourtant, non seulement rien n'est fait, mais 5 ans plus tard, en 1977, Issei Sagawa s'envole pour l'Europe. Pour la première fois de sa vie, il quitte ses parents pour vivre à Paris, capitale de l'amour et de la gastronomie dans l'imaginaire japonais. Il intègre l'université de la Sorbonne, où il prépare une thèse, et se distingue par ses excellents résultats. Malheureusement, dans ce nouvel environnement, il est soumis aux tentations qui étaient si rares au Japon. Pour la première fois, je me suis retrouvé au milieu d'étudiantes blanches. Quelques-unes de mes camarades étaient très belles, très jolies. Lorsqu'en 1981, René Hartwelt, une grande jeune femme de 25 ans, intègre le même cours que lui, Sagawa est conquis. Sa beauté m'a complètement subjugué. En secret, il dessine le jour même le portrait de cette apparition. Étudiante étrangère comme lui, René a grandi aux Pays-Bas. C'est une jeune femme confiante, sympathique et pleine d'entrain. Elle fait partie des rares personnes qui font l'effort de parler aux timides étudiants japonais et l'invite même à une sortie entre étudiants. Elle m'a proposé de me joindre à un dîner avec des étudiants français. J'ai senti le souffle du destin. Sagawa garde un souvenir très vif de ce dîner. Nous avons passé une soirée très joyeuse. Renée était très gentille, très amicale. Nous avons eu une conversation très ouverte sur le théâtre et la littérature. J'ai passé un moment exceptionnel. Je ne l'oublierai jamais. Dans une lettre à ses parents, Renée évoque sa rencontre avec Sagawa. Elle écrit qu'elle le trouve très sympathique, qu'elle a dîné avec lui et qu'elle apprécie sa compagnie. Mais pour l'étudiant japonais, cette rencontre signifie plus qu'une nouvelle amitié. Il était très amoureux de Renée. C'était une passion maladive. Pour lui, le summum de cet amour, c'était de pouvoir la manger. À partir de ce soir-là, Sagawa commence à préparer l'assassinat de René Hartwelt. Devant nos caméras, il a accepté d'en retracer les détails dans sa langue maternelle. Ce que je veux dire est très important et il vaut mieux que je parle en japonais. À cause de mon désir cannibale, ma personnalité a été sérieusement, comment dire, elle a été dévorée par mon obsession. Au cours des semaines qui suivent ce dîner, Sagawa noue une relation avec la jeune Renée qui ne se méfie pas. Profitant de sa connaissance de l'allemand, il lui envoie une lettre d'invitation où il lui propose de passer chez lui lire un poème allemand qu'il doit, prétend-il, enregistrer pour un cours à l'université. Cher Renée, je te remercie. Je te remercie d'avance. Et je dois te demander pardon. Est-ce que ça va mieux ? Je dois te demander un pardon encore. Issei. Post-scriptum, c'est sûrement la dernière. Lorsque René se rend au rendez-vous, Issei Sagawa a tout prévu.
même un fusil acheté plusieurs mois auparavant. Je me suis dit que je ne pourrais pas lui tirer dessus si elle me faisait face. Il fallait forcément que je la tue par derrière. Et pour ça, il fallait qu'elle me tourne le dos. Or, pour lire, elle devait s'asseoir au bureau, ce qui la mettait dans la bonne position. La jeune femme lit le poème choisi par Sagawa sur le cannibalisme. Elle ne se doute pas de ce qui se trame derrière elle. J'avais décidé à l'avance que je goûterais un morceau de ses fesses en premier. J'ai entaillé sa peau, mais j'étais très bête et je ne connaissais pas l'anatomie. Je pensais voir apparaître tout de suite la chair rouge, mais pas du tout. Il y avait une couche de graisse jaune comme du maïs qui n'en finissait pas. J'avais beau découper, rien ne venait. Mon couteau n'était pas assez long, alors j'y ai été à la main pour arracher un peu de chair et la porter à ma bouche. Après ça, j'ai fait l'amour à son corps et j'ai essayé de l'embrasser. Pour la première fois, j'ai pu dire à haute voix « je t'aime » en français et j'ai été secoué par un immense frisson. Sagawa passe 2 jours seul avec le corps de la jeune femme, qu'il débite méthodiquement et dont il mange certains morceaux. Puis il décide de se débarrasser des restes macabres en les jetant dans le lac du Bois de Boulogne. Quelques jours plus tard, lorsque les enquêteurs fouilleront son appartement, ils découvriront plusieurs morceaux de chair humaine emballés, stockés au réfrigérateur, un enregistrement du meurtre et un appareil photo contenant des clichés atroces. Issei Sagawa avait photographié différentes phases de ce qu'il a fait après la mort de cette jeune fille, et notamment évidemment des images assez terribles. La police a plus de preuves qu'il n'en faut pour arrêter Issei Sagawa. La facilité avec laquelle ce dernier passe aux aveux est déconcertante. Alors pendant l'interrogatoire, qui s'est déroulé le soir tard d'ailleurs, il avait un comportement qui était quand même extrêmement secoué, je dirais, et encore une fois avec une très grande émotion, parce que il n'hésitait pas vraiment à raconter des détails horribles sans regret et sans remords. C'est un acte dont il est encore très fier. La culpabilité de Sagawa ne fait aucun doute. Pourtant, contre toute attente, il est remis en liberté 34 mois seulement après son arrestation. Sa photo fait la une de tous les journaux, en France comme au Japon. On voyait son visage blafard, un visage qui n'exprimait rien, ni peur, ni joie, rien. Il semblait absent. Les journalistes sont fascinés par celui qui a non seulement tué et pratiqué un acte cannibale, mais qui en plus semble en être très fier. Jean-Pierre Van Gert se souvient de l'avoir rencontré en prison. Il s'est frappé la cuisse et il m'a dit « Ce morceau-là est très bon à manger ». Issei Sagawa est interné à Villejuif. En 1984, son irresponsabilité pénale est confirmée et il est libéré. Sa famille obtient son retour au Japon. En France, pour toute affaire criminelle, il y a des expertises psychiatriques. Au moins une expertise psychiatrique et une expertise psychologique. Donc c'est dans le code de procédure pénale.
L'expertise des psychiatres français prendra plus d'1 an. Nous nous sommes procuré leur rapport. Dans ce rapport d'expertise, Sagawa est décrit comme un sujet complexé par sa taille. Il est dépeint peu d'assurance en lui-même, avec une certaine sensitivité, surtout avec une grande froideur affective et avec une grande complaisance dans le récit des actes qu'il a commis. Quelqu'un qui est capable d'avoir de la culpabilité, quelqu'un qui ne commet pas un acte comme ça. Pour commettre un acte comme ça, il faut, si vous voulez, être dépourvu d'un certain nombre de qualités qui sont celles de la plupart des humains, et notamment de partager le tabou universel de l'anthropophagie. Le rapport des experts tient compte de tous les détails de la vie d'Issei Sagawa, depuis son éducation au Japon jusqu'à sa façon de vouloir se débarrasser du corps au vu et au su de tous. L'homme est déclaré pénalement irresponsable et inapte à être jugé. Incontestablement, il aurait été inacceptable que cet homme soit jugé, ce qui fait la différence entre les pays démocratiques et les dictatures. La famille de René Hartwelt ne partage évidemment pas cet avis, mais sa demande de contre-expertise médicale est rejetée. La famille voudrait que ceux qui ont tué leur enfant, qui ont tué un membre qui leur est proche, passent devant la cour d'assises, soient condamnés à de la prison à vie. Mais la loi et la procédure pénale est ainsi faite, et à partir du moment où le juge a décidé qu'il était irresponsable au moment des faits. Je pense que c'était la décision qui incontestablement... Lorsqu'on a déclaré que j'étais dément et qu'on m'a fait enfermer, je n'ai rien ressenti. Mais l'internement en hôpital psychiatrique ne sera pas le point final de cette affaire. Comme il l'avait fait lors de l'agression de la jeune Allemande au Japon, le père d'Issei Sagawa vole une nouvelle fois au secours de son fils. Mon père a engagé un avocat très cher, maître Philippe Lemaire. Un homme puissant qui a influencé le gouvernement français. C'est grâce à lui que j'ai été sauvé. L'homme qui l'a sauvé, comme le dit Sagawa, le voici. Maître Philippe Lemaire nous a expliqué la position qu'il avait défendue face au ministère de l'Intérieur et de la Santé. Pour lui, il était injuste que le contribuable français paie l'hospitalisation de Sagawa. Mieux valait le renvoyer au Japon, afin qu'il y soit interné en hôpital psychiatrique et soigné. Le gouvernement français est sensible à cet argument, et presque 3 ans après ses aveux de meurtre, nécrophilie et cannibalisme sur la personne de René Hartwelt, Issei Sagawa s'envole pour le Japon. Les autorités françaises ne posent qu'une condition à son rapatriement. Il sera définitivement interdit de séjour en France. Définitivement interdit à Issei Sagawa. C'est-à-dire qu'il n'a plus l'autorisation de revenir en France. L'affaire est choquante à 2 égards. D'abord parce qu'Issei Sagawa quitte la France sans procès, mais aussi parce que dès son arrivée au Japon, c'est un homme libre. À sa descente d'avion, il aurait pu prendre un taxi et filer tranquillement à Tokyo. Ce détail est soigneusement caché à la presse, grâce à la mise en scène orchestrée par le père d'Issei. Mon père savait que si j'étais laissé en liberté, les journaux japonais, européens et américains s'en prendraient à lui et à ma famille. Alors il m'a fait admettre dans un hôpital psychiatrique. À peine arrivé au Japon, Issei Sagawa s'engouffre dans l'ambulance qui l'attend et gagne l'hôpital psychiatrique Matsuzawa de Tokyo. Le monde entier pense qu'il y finira ses jours.
rien n'est plus éloigné de la vérité. Quand il est arrivé au Japon, c'était un homme libre puisque là-bas il n'avait commis aucun crime. 18 mois après son retour, Sagawa quitte son hôpital psychiatrique et réintègre la société japonaise. Il n'avait même pas payé son crime. J'étais écœuré. Et très honnêtement, on a été choqués de le voir sortir rapidement. C'était clairement une erreur judiciaire. Malgré l'indignation provoquée par sa libération, cela fait maintenant 24 ans que Sagawa vit tranquillement au Japon. Il réside dans un appartement de la banlieue de Tokyo, sous une fausse identité. Il nous a reçus chez lui, et nous avons découvert qu'il n'était l'objet d'aucun suivi, médical ou judiciaire. Bonjour. Voici mon salon. Dining room. J'adore la musique classique. Et je suis un grand admirateur de Beethoven, depuis l'enfance. J'aime sa vie. Il a eu une vie très malheureuse, très passionnée, et il a même frôlé la folie. Mais sa musique est splendide. Sans emploi, il vit seul dans son appartement. Ça, c'est un cadeau de mon frère pour mon anniversaire, mon jeune frère. C'est un chiot qui dort tout le temps. Il a des piles ici. J'aime beaucoup les vrais chiens, mais malheureusement, je ne peux pas en avoir. Depuis la mort de ses parents il y a quelques années, Sagawa accomplit un rituel quotidien en leur mémoire. Je vais vous montrer. Mon père et ma mère étaient des gens très stricts, surtout sur la question de la sexualité. Quand je suis parti à Paris pour y étudier, j'ai cru échapper à la pression familiale. À son retour au Japon, Issei découvre que le tumulte médiatique causé par ses actes a ravagé ses proches. Son frère a développé un asthme dû au stress, son père a dû quitter un poste influent et sa mère a tenté de se suicider. Bien entendu, j'éprouve un immense regret pour ma victime, pour sa famille, mes parents, mon frère. Difficile de le croire lorsqu'on se penche sur ce que cet assassin a fait depuis son crime. Au milieu des années 1980, il publie « Dans le brouillard », malgré la ferme opposition de sa famille et de celle de René Hartwelt. C'est un récit autobiographique, écrit à la première personne. Pour moi, ce n'est pas de la littérature. C'est une infamie. Malgré ou peut-être à cause de son contenu choquant, le livre est un succès au Japon. Le public japonais en redemande. Et Sagawa publie 19 autres ouvrages sur son crime abominable avant de se diversifier. Au cours des 25 dernières années, il a réussi à apparaître dans pratiquement toutes les formes de médias au Japon. Ça a d'abord commencé avec des livres, ensuite il a été chroniqueur dans des journaux fétichistes et des journaux normaux. Il a participé à un colloque organisé par une université japonaise et à 2 productions théâtrales. Quand il écrit un livre ou qu'il raconte encore son histoire, je crois qu'il revit le plaisir qu'il a éprouvé.
Même s'il apparaît dans différents médias, le sujet est toujours le même. L'assassinat et la consommation d'une grande femme de type occidental. À chaque fois qu'il raconte ce qu'il a fait, même s'il dit l'exacte vérité, cette vérité-là s'estompe peu à peu. Aujourd'hui, il jouit d'une forme de célébrité. C'est le type qui a mangé quelqu'un à Paris. Avec le temps, la brutalité de son crime et le choc qu'il a provoqué tendent à s'effacer. Plus personne n'arrive à visualiser son acte, et on a oublié le nom de sa victime. Loin du Japon, certains ne sont pas du tout résolus à oublier René Hartwelt. Quand, je veux dire, moi qui avais eu à expliquer à la famille de la victime ce qui était arrivé à la victime, j'avoue que c'est choquant quand, vous voyez, utiliser sa liberté pour, je dirais, se faire connaître, au minimum, puis rester plus discret une fois qu'il était libre au Japon. Mais la discrétion est le cadet des soucis d'Issei Sagawa. Je joue souvent dans des films X. Ce n'est pas bien, mais je ne peux pas résister. Comme pour se replonger dans l'atmosphère de son crime, il choisit pour ses productions pornographiques bizarres des actrices européennes, de grande taille, voire néerlandaises comme sa victime. Il a même été jusqu'à tourner un film dans un parc à thème, s'inspirant des Pays-Bas. Le décor fait penser à Amsterdam. Et d'ailleurs, la mère de ma partenaire est hollandaise. C'est pour ça que j'ai tourné cette scène. Comme tout ce qui porte le nom de Sagawa, ces films trouvent leur public au Japon. Quel mystérieux attrait ce meurtrier anthropophage peut-il bien exercer? Les Japonais ont toujours eu une sorte de fascination pour les femmes occidentales qui leur semble un peu inaccessible, parce qu'ils en voient peu. Leur vision érotisée de la femme occidentale change leur perspective. Si la femme avait été japonaise, ça aurait été différent. Sagawa est devenu une sorte d'anti-héros. Si Issei Sagawa a pu se complaire dans son rôle d'anti-héros, le plus inquiétant, c'est qu'en privé, il poursuit sa quête obsessionnelle. Sous son nom d'emprunt, il a rencontré plusieurs prostituées occidentales travaillant à Tokyo. Il a même obtenu un passeport pour voyager à l'étranger en leur compagnie. Avec deux jeunes amies autrichiennes et canadiennes, nous sommes allés en Islande. Ce n'est pas moi qui ai voulu poser ainsi, mais elle. C'était une mise en scène. J'ai tout payé. Les billets d'avion, la nourriture, l'hôtel, tout. À la fin, je n'avais plus un sou. Nous n'avons pas eu la possibilité de contacter les jeunes femmes prises en photo. Sagawa nous assure qu'elles sont en vie. Impossible de le vérifier. Ce qui est sûr, c'est que les autorités japonaises ne se soucient guère de cet homme, malgré des preuves évidentes que son obsession du cannibalisme est toujours bien vivace. Mon désir n'a pas changé. Quand je vois toutes ces belles jambes féminines, j'ai envie de les manger. Je ne suis pas du tout guéri. So I'm not cured at all. Aujourd'hui, Issei Sagawa, l'assassin cannibale qui a échappé à la justice pour devenir la plus macabre des célébrités au Japon, vit presque oublié. Pendant un quart de siècle, il a joui d'une liberté à laquelle il n'aurait pas dû pouvoir prétendre. Les médecins ayant établi sa démence et sa dangerosité.
Durant le tournage de ce documentaire, il a montré à plusieurs reprises que ce qui l'avait poussé à commettre son crime était loin d'avoir disparu. Voici ma chambre. C'est un peu mon royaume. J'ai installé une grande télévision car j'aime beaucoup regarder les films. J'ai aussi de très nombreuses peluches. J'aime beaucoup les animaux. Et sur les murs, des posters de jeunes femmes. J'ai 58 ans, mais j'ai encore un peu d'appétit sexuel. Mais les blanches ne m'intéressent plus. Je les déteste. Pour moi, les japonaises sont les plus belles femmes du monde. Ce changement d'attirance sexuelle indique que Sagawa est aujourd'hui tenaillé par l'envie de manger de jeunes japonaises. Je ne suis pas du tout guéri. Mais de là à tuer encore, c'est terminé. Je n'ai même pas envie d'essayer. La réalité qui se cache derrière ces déclarations d'intention est qu'Issei Sagawa n'est soumis à aucune surveillance. Tout juste reçoit-il un traitement contre la dépression. À notre demande, il a accepté de rencontrer un psychiatre, le seul en plus de 10 ans. Pour préparer cet entretien, l'un des plus éminents psychiatres criminologues japonais a étudié en profondeur l'expertise psychiatrique française de Sagawa, son dossier médical et les livres qu'il a écrits sur son crime. Au début d'un de vos livres, vous écrivez que vous vous êtes tourné vers le cannibalisme très jeune. Avez-vous cessé de penser à ce genre de fantasme maintenant? Non, pas du tout. Ma libido et mon appétit sont, comment dire, sont liés. Il faut bien comprendre ça. Par exemple, quand je vois toutes ces belles filles dans le train l'été, que je vois leurs jambes, je me dis qu'elles doivent être délicieuses. Vous associez vos fantasmes à la masturbation? Bien sûr, pour faire taire ces sentiments. Je me masturbe et lorsque j'ai fini, l'envie s'éloigne, s'apaise, mais ça revient sans arrêt. Son cannibalisme remonte au fantasme anthropophage qu'il avait quand il était petit. Un enfant tète le sein de sa mère. Il survit en mangeant son sein, et il n'y a rien d'étrange à voir un enfant vouloir manger une chose qu'il aime. Issei Sagawa était un enfant très petit et très faible. Il a été trop gâté par ses parents, qui l'ont surprotégé, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas appris à faire taire ce type de pulsion. Par ailleurs, il a décrit ce qu'il avait fait en détail, et il parle toujours de son crime. Il nous a dit que tout cela ne lui semblait pas réel. Le fait qu'il se soit détaché de cette réalité indique qu'il pourrait aussi souffrir de dépersonnalisation. Au final, c'est un homme d'une grande froideur affective qui, au fond de lui, ne regrette pas ce qu'il a fait. Il ne témoigne d'aucune émotion. J'ai aussi remarqué une tendance à prendre peu à peu l'autre pour un objet. C'est très dangereux. Un temps célèbre au Japon à cause de son crime,
Issei Sagawa n'a jamais été soigné pour canaliser les pulsions qu'il habite encore. La liberté dont il jouit dans une mégapole comme Tokyo a été sévèrement critiquée. Cet homme a commis un crime qu'il a avoué et dont il a fait une sorte de fonds de commerce. C'est une énorme erreur judiciaire. Il aurait dû être envoyé en hôpital psychiatrique pour un long moment. Il aurait dû être soigné, mais il ne l'a pas été. La question est, comment rectifier cette situation aujourd'hui ? La loi japonaise ne prévoit aucune obligation de soins pour les malades mentaux dangereux. Malgré les mises en garde répétées de ceux qui l'ont rencontré depuis 4 décennies, le problème de la gestion du cas Issei Sagawa reste entier. Cet homme est un dément. C'est un psychopathe sexuel.